Aujourd'hui, le 13 avril 2026, à 10 heures du matin, heure de New York, la marine américaine a officiellement lancé un blocus naval sur le détroit d'Ormuz. Oui, vous avez bien entendu, les États-Unis bloquant désormais tout navire qui entre ou sort des ports iraniens. Le pétrole vient de repasser au-dessus des $100 le baril. Les marchés boursiers dévissent. Et pendant ce temps, le président du Parlement iranien a dit, et je cite, « Bientôt vous serez nostalgique du prix de l'essence à 4 ou 5 $. Alors asseyez-vous confortablement, parce que ce qui se passe en ce moment, dans ce petit bout de mer de 34 km de large entre l'Iran et Oman, ça va impacter le prix de votre plein d'essence, de vos courses au supermarché, et peut-être même celui de votre billet d'avion pour les vacances. Et non, je n'exagère pas. » Pour comprendre cette histoire, il faut rembobiner un peu. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe contre l'Iran. Nom de code Opération Epic Fury. Oui, le nom fait un peu film d'action de Netflix un vendredi soir, mais croyez-moi, c'est tout sauf de la fiction. L'opération a ciblé des installations militaires, des sites nucléaires, et tenez-vous bien, elle a abouti à la mort du guide suprême Ali Khamenei. L'Iran, évidemment, n'a pas regardé ça les bras croisés. En représailles, Téhéran a déclenché des attaques de missiles et de drones contre Israël, contre des bases américaines et contre des États du Golfe alliés aux États-Unis. Mais surtout, l'Iran a joué sa carte maîtresse. Il a fermé le détroit d'Ormuz. Et là, vous allez me dire, c'est quoi ce détroit dont tout le monde parle? Imaginez un goulot d'étranglement maritime large, de 34 km seulement, par lequel transitent environ 20 millions de barils de pétrole par jour. C'est grosso modo 20% du pétrole mondial acheminé par voie maritime et 20% du gaz naturel liquéfié de la planète. Autrement dit, c'est la jugulaire de l'économie mondiale et quelqu'un vient d'appuyer dessus. Dès le 1er mars, plus aucun pétrolier ne passait. Les gardiens de la révolution iranienne ont lancé au moins 21 attaques confirmées contre des navires marchands. Ils ont posé des mines marines. Les grandes compagnies de transport, Maersk, CMA, CGM, Hapag-Lloyd ont toutes suspendu leurs opérations. Même les assureurs ont retiré leur couverture de risque de guerre. Sans assurance, pas de navire qui bouge. C'est aussi simple que ça. Alors bon, face au chaos, il fallait bien essayer de parler, et c'est ce qui s'est passé ce week-end à Islamabad au Pakistan. C'était historique. La rencontre la plus importante entre responsables américains et iraniens depuis la création de la République islamique en 1979. 47 ans sans se parler en face. Et là, boum, on se retrouve autour d'une table. Enfin, presque autour de la même table, parce qu'en réalité, les discussions étaient indirectes au début. Le vice-président J.D. Vance menait la délégation américaine, accompagné de l'envoyé spécial Steve Witkoff et du gendre de Trump, Jared Kushner. Côté iranien, c'est le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi qui tenait la barre. Les négociations ont duré 21 heures. Ils ont vu le soleil se coucher sur Islamabad puis se lever à nouveau. C'est poétique, mais le résultat l'est beaucoup moins. Pourquoi ça a échoué? Parce que les deux camps étaient sur des planètes différentes. Washington exigeait l'arrêt complet de l'enrichissement d'uranium, le démantèlement des installations nucléaires, le droit de récupérer l'uranium hautement enrichi de l'Iran, la fin du financement des groupes armés dans la région et l'ouverture totale du détroit sans aucun péage. L'Iran, de son côté, demandait la levée de toutes les sanctions, la libération de 6 milliards de dollars d'actifs gelés, le droit de continuer son programme nucléaire civil, le maintien de son contrôle sur le détroit et cerise sur le gâteau, l'arrêt des attaques israéliennes au Liban contre le Hezbollah. Autant dire qu'on avait plus de chances de voir un chat et un chien tomber d'accord sur le partage d'un steak. Le ministre iranien Araghchi a résumé l'échec en disant qu'ils étaient à quelques centimètres d'un accord, mais qu'ils se sont heurtés au maximalisme et aux lignes rouges mouvantes côté américain. Vance, lui, a répondu que c'était une mauvaise nouvelle pour l'Iran, bien plus que pour les États-Unis. Et c'est là qu'on arrive au moment présent. Après l'échec des négociations, Trump a annoncé sur Truth Social, évidemment pas lors d'une conférence de presse traditionnelle, non, sur les réseaux sociaux. Et je résume dans l'esprit, la marine américaine, la plus belle du monde, va bloquer tout navire qui entre ou sort du détroit d'Ormuz.
Il a ajouté qu'il ordonnait à la marine de traquer tout navire en eau internationale ayant payé un péage à l'Iran pour traverser le détroit parce que oui, petit détail croustillant, l'Iran faisait payer jusqu'à 2 millions de dollars par passage au navire, un vrai péage autoroutier version haute mer. Le CENTCOM, le commandement central américain, a confirmé que le blocus commencerait aujourd'hui 13 avril à 14h00 GMT. Mais attention, ils ont précisé que seuls les navires en provenance ou à destination des ports iraniens sont concernés. Les autres peuvent théoriquement passer. La réponse iranienne, les gardiens de la révolution ont averti que tout navire militaire qui s'approcherait serait traité durement et de manière décisive. Le chef de la marine iranienne, Shahram Irani, a même qualifié la menace de Trump de ridicule et drôle. L'humour, ça marche dans tous les sens apparemment. La France et le Royaume-Uni ont de leur côté annoncé qu'ils convoqueraient des discussions pour restaurer la liberté de navigation dans le détroit. Une mission strictement défensive, a précisé Macron. Bon, maintenant parlons de ce qui vous intéresse vraiment, votre portefeuille. Le prix du baril de Brent a bondi de plus de 7% pour dépasser les 102 $. Le brut américain WTI a grimpé de 8% pour atteindre 104 $. Depuis le début de la guerre, les prix du pétrole ont augmenté de plus de 55%. L'essence aux États-Unis est déjà à environ 4,12 $ le gallon. En Europe et en Afrique, la facture est encore plus salée. Mais le pétrole, ce n'est que le début. Ce détroit ne transporte pas seulement du pétrole. Près de la moitié de l'urée mondiale et 30% de l'ammoniac passent par là. Traduction pour ceux qui ne vivent pas dans une ferme, c'est de l'engrais. L'engrais qui fait pousser votre maïs, qui nourrit le bétail, qui finit dans votre assiette. Les prix de l'urée ont déjà grimpé de 50% depuis le début du conflit. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette crise de la plus grande perturbation de l'approvisionnement énergétique de l'histoire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le patron de l'AEI lui-même. Et il a ajouté que ce mois d'avril pourrait être pire que mars. Ça donne envie, n'est-ce pas? En Asie, c'est le chaos. Au Pakistan, on a demandé aux fans de cricket de regarder les matchs depuis la maison pour économiser du carburant. En Thaïlande et en Australie, des centaines de stations-service signalent des pénuries. En Inde, des millions de travailleurs migrants ont été contraints de retourner dans leur village parce qu'ils n'ont plus les moyens de se nourrir en ville. La Corée du Sud a 26 navires bloqués dans le golfe Persique. Le Vietnam et la Nouvelle-Zélande subissent des annulations de vols. Et il y a un truc dont personne ne parle, l'hélium. Oui, le gaz qui fait voler vos ballons d'anniversaire. Une grande partie de l'hélium mondial passe aussi par le détroit et les distributeurs rationnent déjà leur livraison. Vos prochains ballons de fête risquent de rester au sol. C'est symbolique, mais ça en dit long. Les réserves stratégiques de pétrole que l'AI a commencé à libérer dès le début de la guerre pour compenser un déficit d'environ 5 millions de barils par jour arrivent en bout de course. Sans réouverture du détroit, le déficit pourrait grimper à 10-11 millions de barils par jour. Certains analystes de Wall Street commencent à parler d'un pétrole à 200 $ le baril. L'Arabie saoudite elle-même a qualifié ce scénario de choc d'approvisionnement sans précédent dans l'histoire moderne du marché pétrolier. La grande question, c'est quoi la suite? Malgré l'échec des négociations, le cessez-le-feu de 2 semaines annoncé le 8 avril tient techniquement encore, du moins selon Trump, qui dit qu'il tient bien. Mais avec un blocus naval d'un côté et des menaces iraniennes de l'autre, le mot cessez-le-feu commence à ressembler à un oxymore. Vance a dit en quittant Islamabad qu'il laissait sur la table une offre finale et qu'on verrait si l'Iran l'accepte. Un peu comme quand vous envoyez un dernier message à votre ex en disant c'est ma dernière offre, on sait tous comment ça finit en général. Selon le Wall Street Journal, Trump envisagerait des frappes limitées pour forcer l'Iran à négocier. Israël, de son côté, continue ses attaques au Liban contre le Hezbollah, tuant plus de 350 personnes rien que la semaine dernière, dont un tiers de femmes et d'enfants selon le ministère libanais de la Santé. Le pape Léon XIV, lui, a dit qu'il n'avait aucune peur de l'administration Trump et qu'il continuerait à dénoncer cette guerre. Trump l'a traité de désastreux pour la politique étrangère. Un bras de fer entre la Maison-Blanche et le Vatican, on n'avait pas vu ça depuis un moment. Ce qu'on vit en ce moment, c'est un moment charnière.
Un de ces moments où les décisions prises dans les prochains jours vont façonner l'économie mondiale pour des mois, voire des années. Le détroit d'Ormuz, ce petit couloir maritime que la plupart des gens ne pouvaient même pas placer sur une carte il y a 2 mois, est devenu le centre nerveux de la géopolitique mondiale. Que vous soyez en Afrique, en Europe, en Asie ou en Amérique, quand vous paierez votre prochain plein, votre prochaine bonbonne de gaz ou même votre prochaine baguette de pain dont le blé a été cultivé avec des engrais venus du Golfe, souvenez-vous de ces 34 kilomètres d'eau entre l'Iran et Oman. C'est là que tout se joue, en ce moment même. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette crise.